il y a deux sujets dont j'ai le goût de parler, puis je veux qu'on parle d'Area 51 aussi. Puis j'ai décidé qu'on allait viser le meilleur en la matière pour en parler. Je l'ai volé à mon ami Yann Marceau. Au bout du fil, Christian Page de Radio X-Files est avec nous. Salut Christian. Salut les gars. Comment ça va? Ça va très bien. On a beaucoup de pain sur la planche. On a deux grosses histoires à se jaser. Mais d'abord, Christian, j'aimerais qu'on commence avec ce qui fait pas mal parler tout le monde depuis plusieurs heures, c'est-à-dire les 50 ans du voyage sur la Lune. Faut quand même rappeler aux gens qu'il y a 50 ans, là, en date du 17 juillet, on n'avait pas encore marché sur la Lune. Non, à cette date-là, les trois astronautes, en fait, tu l'as mentionné, hein, le départ, c'était hier. Donc, hier, si on parle en heure internationale, donc à 13h30 hier, la fusée, la gigantesque fusée Saturne V a décollé de Cap Canaveral et elle emportait le vaisseau Apollo 11, à bord duquel prenaient place 2 militaires et 1 civil. Les 2 militaires étant Mike Collins, le pilote du vaisseau Apollo 11, Buzz Aldrin, un technicien de mission, et puis le civil, c'était Neil Armstrong, qui allait être le premier à marcher sur la Lune en ce 21 juillet à 2h56 heure internationale. Donc, on n'est pas encore en cette date-là. Le vaisseau, là, si on se recule, il y a 50 ans, il fait route vers la Lune. Et tu auras bien compris que la raison pour laquelle on avait choisi un civil pour marcher sur la Lune, pour être le premier homme à marcher sur la Lune, c'était, il faut quand même se replonger dans le contexte des années 60, c'est la guerre froide. Il y a un bras de fer qui se joue entre les Américains et les Soviétiques. On veut bien sûr asseoir son hégémonie sur la Lune, bien sûr, parce que c'est la course à l'espace, mais la course à la Lune. Donc on veut asseoir son hégémonie sur la Lune. Et on ne veut pas le faire avec une vision militaire, parce que beaucoup de gens voyaient toujours derrière tout ça l'ombre des militaires. Alors on s'est dit, le premier homme à marcher sur la Lune sera un civil. Bien sûr, Neil Armstrong avait participé à la guerre de la Corée. C'est un ancien militaire, mais au moment où il est recruté par le programme de la NASA pour faire partie des astronautes, il est retourné à la vie civile. Il occupe un poste à ce moment-là de pilote d'essai pour l'armée, mais c'est quand même un civil. Et ça sera donc lui qui deviendra le premier homme à marcher sur la Lune. Mais au moment où on se parle, il y a 50 ans, le vaisseau Apollo faisait route vers la Lune. C'était ce qu'on appelait à ce moment-là le train spatial. Donc on avait le module de service. C'est le gros cylindre dans lequel se trouvent les moteurs et tous les réservoirs. C'est ce fameux module de service qui a explosé lors d'Apollo 13, qui avait forcé les astronautes à revenir vers la Terre. Donc, on a le module de service. Le bout pointu, en fait, ce cône dans lequel prennent place les trois astronautes, c'est le module de commande. Et à ce moment où on se parle, il y a 50 ans, les trois astronautes se trouvaient assis à l'intérieur de ce module de commande. Et sur son nez, il y a ce curieux insecte à 4 pattes, le lemme lunaire, qui se dirige vers la Lune. Donc, tout ça constitue ce qu'on appelle le train spatial. Et il y a 50 ans, il faisait route vers la Lune. Là, tu nous parles de l'époque. On est en plein milieu de la guerre froide. Il y a une compétition, définitivement, entre les Russes et les Américains, à savoir qui va gagner la bataille de l'exploration lunaire. Lorsqu'on lance la navette dans les airs pour aller explorer la Lune, que font les Russes pendant ce moment-là? Ils se disent quoi, eux? Est-ce qu'ils ont déjà l'impression de s'être fait battre? Bon, d'abord, je te corrige, ce n'est pas une navette. Hein. La navette, c'était cet avion qui pouvait se mettre en orbite et revenir sur la Terre. Donc, ce programme des navettes sera développé dans les années 80, au début des années 80. Et il va succéder, en fait, au programme Apollo. Mais au moment où, il y a 50 ans, c'était un vaisseau donc qui était non réutilisable, contrairement au vaisseau des navettes spatiales. Et tu as raison, hein, c'était vraiment une guerre que se livraient en coulisses les Américains et les Soviétiques. Puis, il faut se rappeler que les Russes avaient quand même battu les Américains. Hein? Les Russes, ce sont les premiers à avoir envoyé un satellite dans l'espace. C'était en 1957, c'était Sputnik 1. Donc là, les Américains se font damer le pion. Hein? Les Russes sont les premiers dans l'espace. Alors, on espère être les premiers à envoyer un humain dans l'espace. Mais non, encore là, ce sont les Soviétiques qui vont les battre avec l'envoi de Yuri Gagarin. Parce qu'on mêle souvent les deux. On a l'impression que les Américains ont été les premiers dans l'espace. Les Russes ont été les premiers dans l'espace, mais les premiers sur la Lune, ça a été les Américains.
Donc, les premiers à envoyer un satellite dans l'espace, les Russes. Les premiers à envoyer un homme dans l'espace, les Russes, Yuri Gagarin. Les premiers à envoyer un astronaute marcher, donc sortir de son vaisseau spatial pour flotter dans le vide de l'espace, c'est encore les Soviétiques avec un astronaute qui s'appelait Leonov, Alexis Leonov. Donc là, les Américains se sont fait battre sur toute la ligne depuis le début. Ils sont déterminés et là, on se rappelle je pense que au cours des derniers jours, les gens ont probablement tous entendu ce fameux discours en septembre 1962 où le président Kennedy, avec les défaites qui se succédaient auprès des Soviétiques, Kennedy avait lancé dans un discours enflammé, il avait dit « Nous allons d'ici la fin de la décennie mettre des hommes sur la Lune et les ramener. » Pourquoi la Lune? Non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Et je dois t'avouer qu'au moment où Kennedy a fait ce discours-là, en septembre 1962, à la NASA, on se grattait la tête en se disant, c'est beau, là, mais comment on va faire pour faire ça? C'est parce qu'on n'avait aucune idée, il n'y avait rien sur les planches à dessin qui permettait d'imaginer comment on enverrait des hommes sur la Lune. Donc, c'était un engagement que Kennedy avait fait. Il faut se rappeler également que c'est la société américaine des années 60, non pas celle d'aujourd'hui. Donc, on avait une société qui était excessivement nationaliste et collective. Avec le temps, avec les générations, les gens sont devenus beaucoup plus individualistes. Donc, mais à cette époque, il y avait ce grand projet collectif et l'idée, bien sûr, était de battre les Soviétiques. Donc, Kennedy a enflammé l'imaginaire, a enflammé l'opinion publique avec ce projet d'envoyer des hommes sur la Lune. Tout ça a coûté, bien sûr, des centaines de millions, de milliards de dollars. C'est un véritable gouffre que d'envoyer des hommes sur la Lune, mais ils ont réussi. Ils ont réussi ce 21 juillet 1969. Qu'est-ce qu'on raconte aux 3 hommes qu'on décide d'envoyer sur la Lune? Tu nous parles de Neil Armstrong, qui est pas un astronaute proprement dit, là, qui avait une petite vie tranquille. On l'appelle, on lui dit, c'est toi qui as la job. On leur dit quoi pour les motiver, puis leur dire, la mission qu'on vous envoie faire, ça va bien se passer, puis vous allez revenir en un morceau? On ne nous a pas dit ça. Non. Bon, Neil Armstrong était un astronaute à 100%. Il n'avait plus une carrière militaire, mais il était un astronaute à 100%. Il avait été sélectionné sur le programme des vols Gemini. Donc, il faut savoir que les Américains ont eu 3 étapes avant d'arriver sur la Lune. La première étape a été les vols Mercury. Là, on plaçait un seul astronaute. C'était des cabines monoplaces. Il n'y avait qu'un seul astronaute. On est passé des cabines Mercury aux cabines Gemini. Là, avec 2 astronautes à bord. Et l'idée du développement des cabines Gemini, là, les Américains avaient une bonne idée de comment on enverrait des hommes sur la Lune. Et pour le faire, il fallait imaginer des connexions dans l'espace, des arrimages avec différentes pièces pour reconstruire un vaisseau. Et c'est un peu à ça qu'a servi le programme Gemini. D'ailleurs, Neil Armstrong s'était illustré sur l'une de ses missions, qui était la mission Gemini 8. On envoie le vaisseau spatial qui doit rejoindre une fusée qu'on a envoyée dans l'espace quelques heures plus tôt, une fusée Agena. Le vaisseau la cabine Gemini doit s'arrimer à cette fusée Agena, et c'est le premier rendez-vous spatial. Donc, et de ça va dépendre éventuellement les missions Apollo. Donc, la rencontre se fait bien dans l'espace. Le vaisseau Gemini 8 s'arrime parfaitement à la fusée Agena, mais après quelques minutes, Armstrong dit, à ce moment-là, il est avec un pilote. Lui, Armstrong est le technicien de la mission. Le pilote est un type qui s'appelle Dave Scott. Et là, voilà qu'ils annoncent au centre de contrôle de Houston que la cabine Gemini se met à tourner sur elle-même. Il se désarrime de la fusée Agena et là, la culbute se fait plus accélérée. Il faut savoir que sur les fusées, les cabines spatiales Gemini, il y avait des petites fusées d'orientation ou sur le nez, des réacteurs d'orientation qui s'appelaient des fusées Vernier. Mm-hmm. L'une d'entre elles était restée ouverte et ce qui faisait culbuter le vaisseau spatial. Tant et si bien qu'à un moment donné, à force de culbuter de cette manière-là, Dave Scott a perdu conscience. Il a fallu que Neil Armstrong passe littéralement par-dessus lui, coupe les commandes de vol automatiques pour prendre les commandes de vol manuelles. À ce moment-là, la force centrifuge est extraordinaire. On se demande presque comment Armstrong pouvait être encore conscient de ce qu'il faisait. Il a donc pris les commandes de vol manuelles et il a forcé le vaisseau à rentrer sur Terre. Alors, au lieu d'amérir en fait au large d'Hawaï, ils ont améri au large de l'île d'Okinawa. Là, on est pratiquement en mer du Japon. Donc, on a quand même fait un bon saut là, de Hawaï au Japon, mais Armstrong a réussi à ramener son coéquipier, lui et son coéquipier sains et saufs. On voit le potentiel. On voit le potentiel du bonhomme en question. En fait, Neil Armstrong, c'est pratiquement un surhomme.
Et là, j'en reviens à l'annonce de la mission Apollo 11, on leur dit, c'est Apollo 11 qui va se poser sur la Lune. À ce moment-là, je dois te dire que les astronautes ont confié qu'ils n'y croyaient pas trop. C'est vrai que le projet était ambitieux, on était en juillet 1900, l'idée était de lancer la cabine en juillet 1969, et là, on se dit, est-ce qu'on est réellement prêt? En fait, les astronautes croyaient qu'ils n'avaient que 50% de chance de se poser. Donc, il y avait déjà là un doute sur le succès de la mission. Mais les astronautes savaient également qu'ils n'avaient que 50%, moyennement, là, ils avaient à peu près 50% de chance de pouvoir compléter la mission sans qu'il y ait de perte de vie. Donc, c'est quand même beaucoup. Les astronautes, Buzz Aldrin et Neil Armstrong, qui devaient débarquer sur la Lune, tous les systèmes du vaisseau Apollo étaient doublés. Ils avaient toujours un système, un plan B. Mais pour le décollage du LEM de la surface de la Lune pour aller rejoindre en orbite le vaisseau, le module de commande qui les attendait, là, il n'y avait pas de système de doublage. On n'avait que le réacteur de montée du second étage du LEM lunaire. Et s'il y avait un défaut à ce moment-là, c'était fini. Les astronautes, Buzz Aldrin et Neil Armstrong, avaient des capsules de cyanure. Donc, s'ils ne réussissaient pas à quitter le sol de la Lune, ils avaient, évidemment, ils pouvaient disposer de leur... Ils ne pouvaient pas attendre un quelconque sauvetage, un quelconque secours. Ils étaient condamnés. Donc, c'était quasiment, je le dis grossièrement, presque une mission suicide pour la patrie. Absolument. C'était presque ça. Une chance sur deux que ça devienne ça. Tu as tout à fait raison. Donc, les astronautes avaient des capsules de cyanure pour mettre fin à leur jour, plutôt que d'attendre la mort par asphyxie. Et on l'avait donné au président Richard Nixon 2 discours. Donc, un discours à faire si la mission était bonne, puis un discours à faire si la mission était un échec. Donc, on était parfaitement préparés à ça. Les astronautes également étaient préparés à ça. Ils connaissaient les risques qu'ils prenaient, mais pour eux, ça faisait partie du travail, un peu comme lorsque des pompiers entrent dans une maison en flammes. Ben, évidemment, ils connaissent les risques auxquels ils doivent faire face, et les astronautes étaient prêts à faire ça. C'est sûr que on peut quand même se dire que Neil Armstrong devait quelque part avoir des palpitations de savoir qu'il allait devenir un jalon de l'histoire. Parce qu'on le sait bien, là, avant le départ de la mission, c'était clair que l'objectif de la mission, c'était la Lune. Et Neil Armstrong devait se dire que si tout fonctionnait normalement, il allait devenir un jalon de l'histoire. Mais, tu sais, Neil Armstrong puis Buzz Aldrin, eux autres sont descendus dans le LEM sur la Lune. Ils savaient que le premier qui allait mettre le pied sur la Lune, ça allait être historique, qu'on allait se souvenir de son nom à jamais. Ils ont-tu fait un roche-papier-ciseaux ou c'était prévu que ça allait être Neil Armstrong? Ouais, c'est plate pour le deuxième, hein? Non, oui, effectivement, c'est toujours plate pour le deuxième. Mais non, c'était décidé que c'était Neil Armstrong et c'est un choix de la NASA. Et ce choix était principalement motivé par le fait que Neil Armstrong était un civil et non un militaire. Et on sait, sur l'une des pattes du LEM lunaire, il y avait une plaque qui disait « Nous sommes venus en ce 20 juillet 1969 au nom de toute l'humanité dans un esprit de paix sur la Lune ». Donc, toute cette idée de l'esprit de paix parce que quand on regarde la mission Apollo 11, le logo de la mission Apollo 11, c'est un aigle. L'aigle, c'était le nom, c'était une fois, d'un côté, l'emblème des États-Unis, le nom également qu'on avait donné au LEM lunaire. Et dans ses serres, il tient un rameau d'olivier. Ce rameau d'olivier, c'est le symbole de la paix. Donc, comme on voulait beaucoup insister sur le fait que cette conquête se faisait dans un esprit de paix, le choix de Neil Armstrong, qui était un civil, était pratiquement une obligation pour la NASA. Ça aura duré seulement 3 ans, les explorations, les missions Apollo. C'est-à-dire que entre l'année où on a marché sur la Lune, 69, et la dernière mission Apollo, il s'est déroulé à peu près 3 ans. C'est plutôt ça que je voulais dire. Effectivement. Qu'est-ce qui a fait décembre 1972, c'est la dernière mission Apollo sur la Lune, c'est Apollo 17. Qu'est-ce qui a fait que, en un aussi court laps de temps, on a décidé de terminer ce programme-là? Ah, ça, c'est vraiment une bonne question et ça va alimenter les théories du complot, hein, parce que des gens se disent, ouais, mais si on n'a peut-être pas été sur la Lune, parce que si on y avait été, pourquoi est-ce qu'on n'y est pas retourné? Pourquoi on a mis abruptement fin au programme Apollo? Est-ce qu'on a rencontré des extraterrestres sur la Lune qui auraient menacé les astronautes? Et c'est pour ça qu'on aurait abruptement mis fin au programme? Ça n'a rien à voir. En fait, les missions Apollo étaient conçues pour aller jusqu'à Apollo 20. D'ailleurs, faut savoir que Apollo 18 a été utilisé 2 ans plus tard dans une mission de rendez-vous entre les Soviétiques
et les Américains. Donc, on voit qu'il y avait eu quand même un assouplissement entre les deux grandes superpuissances. Donc, un rendez-vous dans l'espace qui s'appelait la mission Apollo-Soyouz. Donc, et ça, on a utilisé pour ce faire le vaisseau spatial d'Apollo 18. Et Apollo 19 et Apollo 20, on peut les voir encore aujourd'hui. L'une est au centre spatial de Houston et l'autre est au Cap Kennedy en Floride. Donc, ces vaisseaux n'ont pas été utilisés. Ils sont aujourd'hui exposés au public. Et pourquoi on a mis fin abruptement au programme Apollo? C'est qu'on n'avait plus le support du public. Il faut bien comprendre que la NASA est une organisation majoritairement civile. Bien sûr, elle a quelques programmes en sous-traitance avec les militaires, mais c'est majoritairement une organisation civile. Ses budgets dépendent du Congrès. Et bien sûr, le Congrès va prendre des décisions qui sont populaires auprès du public parce que les politiciens veulent être réélus. Donc, on le comprend. Et en 1972, pour les Américains, on avait un désaveu de ces missions Apollo qui coûtait une véritable fortune. Pour les Américains, on avait rempli ce mandat. On était derrière le président Kennedy qui avait demandé à ce qu'on mette des hommes sur la Lune. Ce grand projet de Kennedy, un projet posthume, il a été réalisé. Donc, on l'avait réalisé avec Apollo 11. En 1972, la partie était changée. Il y avait eu un assouplissement du coup avec les Soviétiques. Les Américains étaient dans une guerre effroyable au Vietnam qui faisait des milliers de morts chaque année. Et ensuite de ça, il y avait la crise du pétrole qui menaçait. Donc, le contexte économique, le contexte socio-économique avait changé. Et à cause de ça, lorsqu'on parlait d'investir des millions de dollars pour retourner sur la Lune, pour ramasser des cailloux, on se disait, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On y est allé sur la Lune, on a vu, on a vaincu, on a ramené des roches, qu'on les prenne dans tel cratère ou dans tel autre cratère, la roche lunaire reste la roche lunaire, on en a. Donc pourquoi continuer d'investir là-dedans? Et bien sûr, il y a une problématique pour les gens. La science est quelque chose de rébarbatif. On aurait beau, la NASA a manqué un peu son coup parce que la NASA a fait jouer la carte des retombées scientifiques du programme spatial. La miniaturisation, des matériaux composites. Mais pour le public, tout ça demeure très éloigné de leur vie, de leur quotidien. Pour eux, ce qui était le quotidien, c'était cette guerre du Vietnam qui n'en finissait pas, l'économie qui allait pas très bien, la menace d'une crise du pétrole, ça c'était le quotidien. Donc, écoute, il faut quand même le dire, durant la mission Apollo 17, à un moment donné, durant l'après-midi, lorsque les astronautes se sont posés sur la Lune, tout ça, on a coupé des programmes, ce qu'on appelle des soaps américains, là, des téléromans à la télé, et des gens ont téléphoné à des grands réseaux, que ce soit ABC, NBC, en disant, écoutez, oui, vous avez coupé As the World Turn, vous avez coupé General Hospital pour nous montrer les astronautes qui marchent sur la Lune, on les a vus, remettez-nous nos téléromans. Donc, on voit, les Américains n'avaient plus cet engouement pour la Lune, et tant et si bien, si tu n'as pas le support du public, tu n'auras pas le support du Congrès, et là, ben voilà, c'est la fin des missions Apollo. Et je présume que la population américaine, à un moment donné, avoir les millions et les millions de dollars qui s'engouffraient dans ce programme-là, devait trouver qu'on commençait à prêcher par orgueil, là. C'est-à-dire au début, on voulait être les premiers, mais une fois qu'on a été les premiers puis qu'on a été là, je présume que la population, à un certain moment donné, a commencé à débarquer, comme ça a été bien expliqué. Christian, je veux t'entendre un petit 2 minutes sur les histoires de conspiration. Le drapeau, les pas dans le sable lunaire, la façon dont les astronautes ont marché, ça aurait été filmé dans un studio en quelque part aux États-Unis. Peux-tu prendre 2 minutes pour nous déboulonner les principaux mythes sur la marche lunaire? Bon, dans un premier temps, il faut savoir que cette idée de la théorie du complot, voulant qu'on ait tourné ça au cinéma, c'est né assez rapidement. Là, je te rappellerai que dans une scène d'un James Bond en 1971, Diamonds Are Forever, l'acteur Sean Connery qui interprète James Bond arrive à un moment donné alors qu'il fuit des bandits. Il arrive dans un studio de cinéma au milieu du désert et là on est en train justement de tourner les hommes sur la Lune. Donc c'est une séquence et ça on est en 1971, là, à ce moment-là, les missions Apollo ont encore toujours cours. Et ensuite, il va y avoir un ouvrage qui est publié en 1976 par un certain Bill Kaysing, qui c'est une petite monographie qui dit, nous ne sommes jamais allés sur la Lune, c'est une escroquerie de 30 milliards, mais c'est un petit ouvrage qui va quand même circuler beaucoup sous le manteau. Il faut savoir aussi qu'au milieu des années 70, il y a une perte de confiance entre le public américain et la direction. Il y a eu le Watergate, on fait de moins en moins confiance aux élus, et là, Bill Kaysing s'appelle
petite monographie, même si elle s'appuie à peu près sur rien, elle va trouver un certain écho. Et là, ensuite, en 1977, un film qui s'appelle Capricorne 1, où là, on transpose une mission vers Mars, mais on a bien compris qu'on parle pratiquement des missions Apollo. Et là, on voit que la mission pourrait être un échec. Alors, on enlève les astronautes, on les amène dans le désert, et là, ils vont jouer au débarquement des hommes sur Mars. Mais on a bien compris qu'on peut transposer ça aux missions Apollo. Donc, déjà là, il y a un terreau qui est fertile à ces idées-là. Et bien souvent, les gens, quand ils regardent les photographies, par exemple, qui ont été prises sur la Lune, on s'aperçoit qu'il y a ce que l'on croit être des anomalies. Hein? On se dit, tiens, c'est curieux, ce drapeau qui semble flotter dans l'air. Mais en fait, il semble flotter dans l'air parce qu'une tige de métal le tient droit. Et à un autre moment donné, alors qu'il n'y a pas d'astronautes sur la Lune, ils sont retournés dans le LEM. Je crois de mémoire que c'est la mission Apollo 15. Il n'y a plus personne sur la Lune. Et là, soudain, on voit le drapeau qui change de direction, comme s'il avait été soufflé par le vent. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, on a évacué l'air qui était dans le sas du LEM, qui était juste en face du drapeau. Donc, l'évacuation de cet air a fait bouger le drapeau. Donc, ça n'a rien à voir avec un coup de vent. Oui, il y a eu un coup de vent, mais on sait d'où venait le vent. Et ensuite, il y a tous ces éléments. Pourquoi n'y a-t-il pas d'étoiles dans le ciel lunaire? Hein? Ben, la raison est simple. Il faut comprendre, il faut avoir des notions en photographie. Ce que l'on souhaitait prendre en photographie, c'était les astronautes, et la surface de la Lune est énorme, fait une réflexion énorme. Les astronautes ont des combinaisons blanches. Donc, le temps d'obturation des appareils photo était calibré pour qu'on ait des belles images à la surface de la Lune. Mais le temps d'exposition n'était pas suffisamment grand pour voir les étoiles. Voilà. Donc, bien souvent, les théoriciens du complot vont jouer sur une mauvaise connaissance de l'environnement, parce que l'environnement lunaire, ce n'est pas l'environnement de la Terre. Hein. Il n'y a pas d'air. Donc, lorsque le LEM se pose, il ne crache pas les poussières, la cendre de la Lune à des kilomètres. La cendre retombe immédiatement sur place parce qu'il n'y a pas d'air pour la supporter. Donc, on est dans un environnement qui est tout à fait, c'est le cas de le dire, extraterrestre. Donc, essayer d'imaginer que ça doit se comporter comme sur Terre, c'est une erreur. Ouais. Et bien souvent, ces gens-là ont des mauvaises connaissances en photographie ou en physique. Et là, ils espèrent que les gens à qui ils s'adressent aient les mêmes lacunes qu'eux, pour pouvoir les suivre dans leur raisonnement. Qu'est-ce qui est arrivé avec le drapeau? Je sais que la question est vraiment de base. Est-ce que le drapeau est toujours là? Le drapeau d'Apollo 11 n'est plus là. Question de base, là. Voilà. Au moment où le LEM décollait, en fait, le drapeau, lorsque Armstrong et Aldrin plantent le drapeau, ils le plantent trop près du LEM. Et lorsque le deuxième étage décollait, parce que la base reste sur la Lune, oui. Au moment où le deuxième étage a décollé, le drapeau était trop proche et la réaction, la puissance du réacteur a littéralement arraché le drapeau. D'ailleurs, on le voit sur les images. Il y a une caméra qui est placée dans un des hublots du LEM au moment du décollage, et on voit que le drapeau en prend pour son rhume. Dans les autres missions, Apollo 12, le drapeau, on n'a jamais réussi à le mettre droit. Donc, cette fameuse tige de métal qui tient le drapeau droit, ben évidemment, on n'a jamais réussi à la mettre. Donc, le drapeau, encore aujourd'hui, est affaissé sur son mât. Et c'est pas l'image. Il y a des déchets humains sur la Lune encore. Bien sûr. Donc, ce drapeau d'Apollo 12, il n'est plus là. Donc, on a les drapeaux d'Apollo 14, 15, 16 et 17 qui sont toujours en place. Et il faut quand même rappeler qu'en 2009, on a mis autour de la Lune une sonde, le Lunar Orbiter, et cette sonde est équipée de caméras tellement sophistiquées, et avec une telle définition qu'elle a elle est repassée au-dessus des zones de mission Apollo. Elle a pris des photographies de ces sites d'atterrissage, et sur certaines des photographies, on voit non seulement la base du LEM, on voit, notamment pour l'émission Apollo 16 et 17, on voit la petite Jeep qui est abandonnée aux côtés du LEM, et on voit même les empreintes de pas des astronautes, ainsi que les drapeaux qui sont encore là. Donc, c'est difficile aujourd'hui de continuer à prétendre que nous ne sommes pas allés sur la Lune, puisqu'on a des images maintenant qui nous montrent très clairement cette surface de la Lune avec les objets qui ont été laissés là, les équipements les équipements scientifiques, ainsi que le premier étage du LEM, le drapeau et les petites jeeps lunaires, les Moon Rovers, comme on les appelait. Christian, j'aimerais qu'on prenne 2-3 minutes pour parler d'un phénomène des médias sociaux. C'est très de notre époque. On aurait pu parler d'Apollo 11 pendant encore des heures, mais je veux te parler d'Area 51. Il y a une page Facebook actuellement et ça commence à circuler. Il y a des gens qui disent le gouvernement américain cache des extraterrestres à Area 51. C'est dans le désert du Nevada.
On va s'y rendre. Il y a à peu près 1,5 million de personnes qui ont signalé leur intention de se rendre là le 20 septembre prochain sur une page Facebook. Et au début, c'était supposé être une joke, mais dans chaque joke, il y a des gens qui prennent ça au sérieux. Là, est-ce que vraiment il y aura des gens qui vont tenter d'entrer de force dans Area 51 le 20 septembre prochain? Ben, j'espère pour eux que ça ne sera pas, ça n'ira pas jusque-là. Ouais. Faut quand même le dire, hein, le Pentagone a émis un communiqué déconseillant aux gens de faire ce truc-là. C'est peut-être bien de dire aux auditeurs de quoi on parle ici dans cette fameuse base de la zone 51. Si tu l'as mentionné, c'est une base militaire ultra secrète qui se trouve dans le désert du Nevada. J'y suis allé. On est à peu près à 3 heures de route de Las Vegas. Hein. C'est au nord-ouest de Las Vegas. Okay. Et c'est une base militaire construite sur les bords d'un lac asséché. Et quand je dis asséché, il est asséché depuis des milliers d'années, tant et si bien que sa surface est dure comme du béton. On y a construit la plus longue piste d'atterrissage au monde, et il faut savoir que c'est à l'ombre des hangars de cette base militaire qu'on a développé les premiers avions espions. Hein. C'était d'ailleurs la raison même pour laquelle on a construit la base de la zone 51. Zone 51, d'ailleurs, c'est rien que pour dire que sur les cartes du département de l'énergie, quand on a fait sauter des bombes atomiques aux États-Unis dans les années 40, il fallait trouver des endroits où il y avait le moins de risques pour les populations civiles. Donc, on a localisé des endroits, et cet endroit-là avait été noté comme étant la zone 51. Au côté, il y avait une zone 52, puis à l'autre côté, il y avait une zone 53. Tu comprends? Donc, c'est simplement une zone comme ça qui avait été délimitée sur les cartes du département de l'énergie. Et là, la base militaire de Nellis, qui se trouve en banlieue de Las Vegas, on fait construire une dépendance pour y développer des avions espions. Et ça, c'était dans les années 50. Et on y a développé l'avion U-2, on y a développé le SR-71 Blackbird, les technologies des avions furtifs, hein, le F-117 Stealth Fighter, le bombardier B-2. Et au moment où on se parle, ben, les drones qui sont utilisés par les militaires qui bénéficient de cette technologie furtive, ils ont été développés dans cette fameuse base de la zone 51. Donc, on reconnaît, c'est une base de développement de pointe en avionique pour les forces militaires. Et c'est bien sûr la raison pour laquelle on ne souhaite pas qu'il y ait personne qui pénètre sur ce terrain-là. Depuis 1989, depuis les déclarations d'un individu un peu sulfureux qui s'appelle Robert Lazar, qui prétend avoir été un ingénieur, qu'il aurait travaillé, il aurait fait de la rétro-ingénierie dans cette base, hein, c'est-à-dire il prend des objets qui existent, on les déconstruit pour voir comment on peut appliquer cette technologie. Les Américains ont fait ça avec des avions russes, par exemple. Ils ont pris des MiG soviétiques, ils les ont démontés pour voir comment fonctionnait la technologie soviétique. Bob Lazar, lui, en 1989, dit j'ai travaillé dans cette base comme ingénieur, et moi, mon travail n'était pas de démonter des MiG soviétiques, mais de démonter des engins extraterrestres qui sont gardés dans la base, qui ont été capturés par les militaires américains. Depuis, une investigation de pointe montre que ce Robert Lazar est un peu un menteur pathologique. Mais néanmoins, son histoire... Il sème le doute. Oui, et son histoire continue de circuler dans les milieux ufologiques. Certains disent, Bob Lazar dit la vérité, c'est le méchant gouvernement qui essaie d'effacer son passé, parce qu'on a fouillé dans les archives, on ne trouve pas. Bob Lazar prétendait qu'il avait travaillé, il était diplômé du MIT au Massachusetts, qu'il avait été diplômé de la California Institute of Technology, qu'il avait travaillé au laboratoire de Los Alamos. Donc, il avait un CV très impressionnant. Mais quand on a fait des vérifications, on s'aperçoit que Lazar n'a jamais été diplômé du MIT, jamais de la California Institute of Technology. Et là, Lazar dit, c'est parce que le méchant gouvernement essaie d'effacer mon passé. C'est un peu gros, mais les ufologues, les amateurs d'ovnis n'en sont pas à une incohérence près. Donc, ils avalent assez facilement cette couleuvre. Ils croient réellement que Lazar a dit la vérité, qu'il y a réellement des soucoupes volantes dans la zone 51 et des extraterrestres. Il faut savoir qu'on ne peut pas approcher de la base à plus de 20 kilomètres. Et lorsqu'on arrive aux portes de la base de cette zone militarisée, une grosse pancarte nous rappelle que Deadly Force Authorized. On autorise la force mortelle pour réagir. Donc, si des gens se présentent, et c'est d'ailleurs c'est un peu le conseil qu'a dit cette semaine le Pentagone, on déconseille aux gens de se rendre là parce que on le rappelle, Deadly Force Authorized, hein, la force mortelle est autorisée, et si des gens tentent de franchir le périmètre de sécurité, ils seront bien sûr arrêtés, et si besoin est, on va tirer dans le temps. Les gens disent, on va se rendre là, on va être tellement, ça a commencé avec quelques centaines, et là on est rendu à 1,5 million. Et là, on se demande combien d'entre eux vont réellement faire le voyage, mais si certains d'entre eux se rendent sur place, ils ont l'impression de dire, on va franchir les portes, puis on va courir. On va courir tellement vite qu'ils nous tireront pas. C'est ce qu'ils disent. C'est ça, on va courir plus vite que les balles. Mais quand tu auras franchi la grille,
va falloir que tu cours longtemps parce que tu es à 20 km de la base. Donc, tu dois courir pendant 20 km avant de te faire surprendre. Il y en a qui vont courir 500 mètres puis ils vont se faire tirer d'une jambe. Voilà. Je viens de te raconter une petite anecdote pour cette zone 51. Quand j'y suis allé il y a quelques années, j'arrive aux portes il y a comme une guérite qui ressemble un peu à ces fameuses guérites qui nous empêchent de traverser les voies ferrées dans les passages à niveau. Donc, cette guérite elle marque l'entrée de la base et là, il y a cette pancarte qui dit Deadly Force Authorized. Mais quand tu regardes, tu vois à quelques centaines de mètres, toute la rue est surveillée par des camions, des SUV blancs ou noirs, qui sont visiblement des gardiens de la base. Alors moi, je les vois, je suis en train de tourner un documentaire pour Canal D, et je suis à la porte de la zone 51, donc je saute de l'autre côté de la clôture. Et là, je dis au caméraman, là, je suis dans la zone 51. Je saute, je reviens à mon pas initial, je dis, là, ici, je suis hors la zone 51. Je ressaute de l'autre côté de la clôture. Donc, je fais ça 4 ou 5 fois. Dans la zone 51, en dehors de la zone 51. Je fais ça quelques fois. Et là, les militaires m'observent. Et à un moment donné, après peut-être 4 ou 5 fois, une des camionnettes qui est là fait partir un gyrophare avec son klaxon, le pop, pop, pop. Alors, je regarde le caméraman, puis je dis, bon, on va décalisser. Tu comprends? Non, on s'était amusé comme ça, on avait un peu joué avec le nerf, on voit qu'ils nous ont voilà, ils ont laissé prendre les images qu'on voulait, ils nous ont laissé un peu s'amuser, mais à un moment donné, on a compris qu'on avait atteint leur limite. Faut pas abuser des bonnes choses. Faut pas abuser des bonnes choses. Christian, en terminant, parce que le temps maintenant se fait rare, je veux savoir, concernant la zone 51, il y a des gens qui veulent quand même se présenter là le 20 septembre prochain. Je me dis très naïvement, s'il y avait rien à cacher, pourquoi ils mettraient la base aussi loin, à 20 km de la clôture, avec des gardes armés qui protègent le tout? Ils pourraient dire, on fait un genre de journée porte ouverte, venez voir, là, il n'y a pas d'extraterrestres, on cache rien, c'est des avions militaires. Bien sûr, on peut se poser la question pourquoi les militaires ne font pas ça. Il faut quand même savoir que la base, avant 1989, n'avait pas un périmètre de sécurité aussi élevé. Les gens, on pouvait monter sur les montagnes qui entourent la zone 51, on pouvait voir la base. Mais à partir du moment où Robert Lazar a fait ses déclarations, les amateurs d'OVNI se sont réunis sur les montagnes autour, et là, avec des appareils photo, des super téléobjectifs, ils photographiaient les appareils qui étaient utilisés et qu'on voyait sur les pistes d'atterrissage. Alors, tu comprends que les militaires aimaient pas beaucoup ça, parce que c'est bien sûr de sécurité nationale. On ne souhaite pas que les secrets militaires américains soient divulgués dans la presse ou divulgués aux Soviétiques. Alors, les Américains ont dû racheter les chaînes de montagnes autour du périmètre de la zone 51 pour pouvoir élargir cette zone pour empêcher les amateurs de grimper dans les montagnes. Mais tout ça est une question de sécurité de défense, et je pense que les militaires, comme on est en train de développer dans cet endroit-là les avions de demain, bien sûr, on souhaite garder l'anonymat ou le secret le plus confidentiel possible. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas des gens pénétrer, ne serait-ce que pour dire voilà, vous voyez qu'il n'y a rien à faire? C'est parce que j'ai l'impression que ça ne servirait pas, ça ne servirait pas le principe même, et ensuite ça ne ferait pas taire les rumeurs, parce que les gens diraient oui, ils ont ouvert les portes, on a visité les bâtiments, mais c'est frémé. C'est louche. Ils ont eu le temps de tout cacher, les soucoupes volantes puis les extraterrestres dans des hangars qu'on n'a pas accès ou dans des souterrains. Donc, tout ça n'était que de la poudre aux yeux. Donc, finalement, on n'en sort pas. C'est une espèce pour utiliser l'expression anglophone, c'est un catch-22, hein. Tu laisses les gens rentrer, ils vont dire que c'est un complot. Puis si tu les laisses pas rentrer, ils vont quand même dire que c'est un complot. Que tu caches quelque chose. Voilà. Je viens de te rappeler que il y a quelques années, la NASA avait, pour répondre aux gens qui disaient nous ne sommes pas allés sur la Lune, la NASA avait engagé un journaliste scientifique, James Oberg, un spécialiste des missions lunaires et un spécialiste des missions Apollo, pour qu'il écrive un livre pour débouter en fait toutes ces théories du complot. Et finalement, la NASA a dit, après avoir littéralement signé le contrat avec James Oberg, elle est revenue sur sa décision en disant non, ça donnerait rien. On ferait cet ouvrage-là et ça va faire quoi? Les gens vont dire, si la NASA décide d'investir de l'argent pour payer un journaliste pour écrire un livre, c'est parce qu'ils ont quelque chose à cacher. Puis, si tu lis le livre, tu vas dire tout ça est de la poudre aux yeux, puis on essaie de nous cacher la réalité. Ils pourront jamais gagner, finalement. Voilà, on ne pourra jamais gagner. Donc, malheureusement, il faut accepter que la réalité sociale, c'est celle-là. Christian Page, c'était un plaisir de t'entendre là-dessus. Ça a duré vraiment pas assez longtemps, mais on doit se laisser. Par contre, faut rappeler aux gens qui sont avec nous que Radio X-Files, qui te met en vedette avec notre collègue Yann Marceau, ça reprend la semaine du 12 août
Vous allez être en ondes vendredi, donc, à 20h. Vous revenez avec votre horaire habituel, c'est ça? Absolument. Donc, les vendredis de 20h à 22h et le premier vendredi, c'est le 16 août. Donc, on t'écoute avec Yann Marceau. La semaine du 12 août, vous êtes de retour dans Radio X-Files. Christian Page, merci beaucoup, c'est très apprécié. Ça m'a fait plaisir. Salut, bonne journée. Il est 16h38, faut vraiment faire une pause. Le retour de Radio X. Radio